La navette Challenger explose en vol, entraînant la mort des 7 astronautes. Le programme spatial américain pourrait subir de sérieux retards. Et Poste Canada pourrait être paralysé par une grève en février. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'est à 11h39 heure de Montréal que la navette spatiale Challenger a explosé en plein vol, 1 minute 15 secondes après son départ de Cap Canaveral. Les 7 astronautes qui se trouvaient à bord sont morts dans cette catastrophe aérospatiale, la pire de l'histoire. Charles Faribault nous retrace les événements de la journée. Le lancement de Challenger était devenu depuis quelques jours un véritable casse-tête pour les ingénieurs de la NASA. En raison de problèmes météo et d'avaries techniques, les responsables de ce 10e vol de Challenger avaient dû reporter 4 fois la mise à feu du véhicule spatial. Finalement, à 11h37 ce matin, la navette de 80 tonnes s'élevait lentement de sa rampe de lancement. Dans la minute qui a suivi, tout semblait fonctionner normalement. Mais au moment où les astronautes ont entamé l'opération de pousser maximum des fusées d'appoint et du réservoir central, l'impossible s'est alors produit. Challenger a été transformé en une véritable boule de feu par l'explosion apparente de son réservoir. Manifestement, même les techniciens de la NASA n'ont pas sur le coup réalisé exactement l'ampleur du drame. Dans les secondes qui ont suivi, ils ont parlé d'un problème grave et d'interruption de communication. L'explosion se serait produite au centre du véhicule, entre la navette spatiale et le réservoir central, composé de 700 tonnes d'hydrogène et d'oxygène liquide. À ce moment-là, la navette et ses fusées se trouvaient à plus de 28 000 d'altitude et des millions de spectateurs ont vu les 2 fusées d'appoint quitter l'engin principal pour partir dans des directions opposées, alors qu'une immense boule de feu embrasait le ciel de la Floride. Des débris en flammes se sont éparpillés dans un rayon de 45 km de circonférence. Il s'agit de la plus grande catastrophe de l'histoire de l'aérospatiale. 7 astronautes ont perdu la vie et les coûts matériels s'élèvent à plus d'1,5 milliard de dollars américains. L'accident remet en cause temporairement le programme chargé des navettes spatiales dont les conséquences sont inimaginables. Ce drame survient 19 ans, presque jour pour jour après la destruction au sol d'une cabine Apollo qui avait entraîné dans la mort 3 cosmonautes américains. Les recherches se poursuivent au large de la Floride afin de récupérer le maximum de fragments de la navette qui s'est littéralement volatilisée. Les ingénieurs mettront des semaines, sinon des mois, avant de déterminer la cause exacte de l'explosion de Challenger. À 16h30, le grand responsable de la NASA, Jesse Moore, annonçait officiellement qu'il était très peu probable qu'il y ait des survivants et qu'une enquête complète et détaillée auprès de tous les intervenants du programme allait être menée pour déterminer les causes de cet accident. Ici, Charles Faribault à Montréal. C'est évidemment avec stupéfaction que les employés de la NASA chargés du lancement de Challenger ont réagi à l'explosion de la navette spatiale. Quelques heures après l'incident, le président Reagan dépêchait l'administrateur adjoint de la NASA sur les lieux. Laurent Giroir s'est rendu au centre spatial de la NASA à Houston. L'administrateur qui a lui-même donné le feu vert au départ de la navette a précisé cet après-midi en Floride que toutes les conditions de sécurité avaient été respectées, malgré les ennuis survenus antérieurement. La mise à feu n'a pas été précipitée comme le voulaient certaines rumeurs. Au sujet des débris que s'affairent à recueillir les équipes de secours à quelques 8000 nautiques des côtes de la Floride, les indications confirment qu'il n'y a pas de survivants. La destruction de Challenger, l'une des 4 navettes utilisées par la NASA, représente une perte de plus d'1 milliard de dollars. Sa disparition remet en question pour le moment les 13 autres envolées des navettes au cours de l'année. Une commission d'enquête intérimaire formée de vétérans des centres spatiaux a été mandatée pour éclaircir les circonstances de la tragédie. Le programme de la NASA a été suspendu pour quelques jours et même les envolées militaires secrètes à partir de la Californie pourraient être compromises. Challenger, qui devait effectuer une mission de 6 jours pour mettre en orbite un satellite de transmission, observer la comète de Halley
et procéder à de l'enseignement en direct et des expériences sur les combustibles en état de microgravité est aujourd'hui un cauchemar. Un cauchemar que les drapeaux américains en berne soulignent amèrement, comme si tout le peuple américain avait perdu sa fierté. Et tandis qu'on parle ici de tragédie nationale, on s'interroge sur le sort que réservera le Congrès au prochain budget de la NASA. Laurent Giroir, à Houston, au Texas. En plus des 6 astronautes qui ont perdu la vie dans cette catastrophe, il y a cette première enseignante qui participait à une mission spatiale de la NASA. Martial Dumais nous présente l'équipage. Parmi les membres de l'équipage de la navette Challenger se trouvait une enseignante de 37 ans du New Hampshire, Sharon Christa McAuliffe, qui avait été choisie par la NASA parmi 11 000 candidats pour être le premier citoyen ordinaire à participer à un vol spatial. Dans sa demande, elle soulignait qu'elle voulait démystifier la NASA et le vol dans l'espace. Mme McAuliffe devait donner 2 cours de 15 minutes à partir de la navette qui aurait été diffusée par la télévision. Elle laisse dans le deuil son mari et 2 enfants, Scott, âgé de 9 ans, et Caroline, 6 ans. Parmi les autres membres de l'équipage se trouvait le commandant de la mission, Francis Colby, 46 ans, astronaute de la NASA depuis 1979. Il avait déjà participé à une mission en 1984. Lui survivent sa femme et ses 2 enfants. Le pilote Michael Smith, 39 ans, lui aussi marié et père de 2 enfants, travaillait pour la NASA depuis 6 ans. Judith Resnick se trouvait aussi à bord de Challenger. Âgée de 36 ans, elle en était à sa 2e mission à bord de la navette. Elle avait appris à utiliser le bras robot construit au Canada lors de sa première mission en 1984. Ronald McNair, spécialiste de physique dans l'espace, né en 1960, en était lui aussi à sa 2e mission. Un colonel de l'armée de l'air américaine, Ellison Onizuka, 40 ans, était aussi membre de l'équipage. Finalement, dans ce bilan un peu macabre, on ajoute le nom de Gregory Jarvis, né en 1944. Il devait effectuer ici sa première mission. Un reportage de Martial Dumais. Est-il utile de dire que la nation américaine tout entière est en deuil aujourd'hui? L'émotion ressentie rappelle un peu celle qui a suivi l'assassinat du président Kennedy. Jacques Tiziou témoigne de cette consternation. Avant même que les drapeaux soient mis en berne aux États-Unis, un deuil national s'était établi dans la rue et dans les bureaux, dans les écoles et au Congrès où toute activité a cessé après le passage d'une résolution honorant l'équipage de Challenger. Pour le congressman Bill Nelson, qui a participé à la récente mission de Columbia, la perte de ceux qu'il appelle ses amis personnels est douloureuse. Mais la tragédie ne découragera pas le programme spatial, a-t-il dit. Pour John Glenn, encore sous le choc de la nouvelle, l'homme ne peut pas être parfait à tout jamais. Il fait des erreurs. Mais il doit continuer à essayer avec dédication. Le sénateur Garn, qui a lui aussi volé dans l'espace, était visiblement très ému, disant ne pas avoir été aussi attristé depuis la mort de sa première épouse. Ils étaient tous mes amis, dit-il. Ils m'ont beaucoup aidé. Le programme continuera, a-t-il prédit, et je retournerai à bord de la navette dès demain s'il le fallait. Le vice-président George Bush a été envoyé au Centre spatial Kennedy pour présenter les condoléances de la nation aux familles des 7 astronautes. Ronald Reagan était en conférence avec ses principaux conseillers lorsque la catastrophe est arrivée. Il a aussitôt annulé l'allocution sur l'état de l'Union qu'il devait prononcer ce soir et il s'est adressé au pays, à la télévision, disant sa peine et disant qu'elle était partagée par toute la nation. Nous nous sommes habitués à l'idée de l'espace, a-t-il dit, et peut-être nous avons oublié que nous ne faisons que commencer. Nous restons des pionniers, nos espoirs et nos voyages continuent. Jacques Tiziou pour le réseau TVA de Washington. Des réactions nombreuses. À Ottawa, le premier ministre Mulroney et les chefs des partis d'opposition se sont dit bouleversés par la tragédie de Challenger. La nouvelle de cette catastrophe a jeté la consternation parmi les représentants du programme spatial canadien au Conseil national de recherche. Luc Lavoie nous en parle. La tragédie de la navette spatiale a eu un retentissement particulier à Ottawa. À l'automne 84, un Canadien, Marc Garneau, s'envolait à bord d'une navette et l'an prochain, un 2e, Steve McLean, devait faire de même. Le Canada a son propre programme spatial qui collabore étroitement avec la NASA. Par exemple, le fameux bras mécanique que transportent les navettes spatiales américaines a été développé par la société canadienne Spar en collaboration avec le Conseil national de la recherche. Lorsque le premier ministre Brian Mulroney s'est présenté devant la presse pour faire connaître sa réaction, il venait tout juste d'exprimer ses condoléances à l'ambassadeur américain au Canada, Thomas Niles. Il avait également eu le temps de voir les images de la catastrophe. Pas plus tard que, je pense, dimanche, en fin de journée, je travaillais avec les enfants. Et puis, j'ai ouvert la télévision pour regarder le début du Super Bowl.
Et puis j'ai vu une interview à la télévision américaine de cette jeune institutrice américaine qui s'apprêtait, elle était en bicyclette. Puis elle donnait une interview au sujet de son espoir pour les prochains jours. Et puis je l'avais trouvée tellement attrayante et intelligente dans ses commentaires. Puis de le voir aujourd'hui perdu comme ça, c'est vraiment une tragédie énorme pour les États-Unis puis pour sa famille. À la Chambre des communes, les deux leaders de l'opposition ont fait part de leur tristesse et ont offert leurs condoléances aux familles des victimes. Comme nous avons pris part à la joie de l'aventure, Monsieur le Président, nous partageons aujourd'hui toute la peine causée par ce tragique accident. Puis la Chambre des communes a observé une minute de silence en mémoire des disparus. Le président du Conseil national de la recherche, Larkin Kerwin, était visiblement atterré par la tragédie. Il n'était pas en mesure de dire si le programme spatial canadien sera remis en question. Nous connaissions les astronautes à bord, ils étaient les collègues de nos astronautes. Ils fréquentaient souvent le Canada et pour s'informer sur notre programme de recherche spatiale. Le premier astronaute canadien, Marc Garneau, se trouve présentement à Houston. Son successeur, Steve Metlin, est à Ottawa, mais il s'est abstenu de faire des commentaires. De son côté, le premier ministre a précisé que le Canada continuera à aller de l'avant avec son programme spatial. Ici, Luc Lavoie, à Ottawa. L'explosion de la navette, c'est le 4e accident mortel dans l'histoire de la conquête spatiale. Francine Baudouin nous rappelle ces tragédies. Pour la NASA, ce 56e vol habité est la première tragédie du genre à survenir en 28 ans d'histoire. Mais ce ne sont pas les premiers morts de la conquête de l'espace. Les Soviétiques ont eu des accidents mortels dans l'espace, des parachutes qui ne se sont pas ouverts, un sas de communication qui s'est décompressé immédiatement. Là, oui. Mais chez les Américains, il y a eu plusieurs morts, mais au sol, grillés, vifs, en janvier 1967, dans une cabine Apollo à l'essai. Il y a 19 ans hier, les astronautes Grissom, White et Chaffee périssaient carbonisés dans leur capsule Apollo dans un essai au sol. Quelques mois plus tard, les missions Soyouz 1 et 2 entraînaient 4 astronautes soviétiques dans la mort. Du côté américain, 3 vols ont failli mal se terminer. Le 21 juillet 61, la cabine Mercury s'abîme dans l'Atlantique, quelques secondes après que son astronaute s'en fût sorti. Le 16 mars 66, Neil Armstrong et David Scott interrompent leur sortie dans l'espace suite au déplacement imprévu de la fusée Agena du vol Gemini 8. L'incident le plus spectaculaire survient le 13 avril 70, alors que l'équipage d'Apollo 13 est confronté à l'explosion d'un réservoir d'oxygène à 200 000 milles de la Terre. Y a-t-il des mesures de sécurité pour éviter ces catastrophes? Au départ des premières navettes, il y avait, comme dans les avions, des sièges éjectables qu'on a éliminés parce qu'on a estimé que ce n'était plus nécessaire, puisque la navette spatiale voyage comme un avion et peut atterrir en cas d'urgence sur n'importe quel aérodrome. S'il y avait eu des mesures de sécurité autres que ce qu'il y a actuellement, bien, de toute façon, il était trop tard, puisqu'en une fraction de seconde, l'énorme réservoir d'hydrogène et d'oxygène liquide a explosé. C'était l'appareil complètement pulvérisé, donc aucune chance de s'en sortir. Ici Francine Baudouin, à Montréal.